Chapitre 3, partie 1. Un choix de paradigme. Dans le chapitre précédent, nous venons de montrer que la théorie de l'évolution ne se présente pas comme une théorie scientifique authentique malgré ses affirmations du contraire. Poursuivant ce même thème, je me propose maintenant de procéder à un examen plus attentif concernant la nature philosophique de cette théorie, et cela dans le but de voir en quoi elle diffère d'une vraie science. Allons-y. Pour ce faire, je devrais utiliser le concept des paradigmes, c'est-à-dire les modèles de pensée qui sous-tendent toutes les interprétations de nos expériences. Cela m'amènera à souligner les différences ainsi que les ressemblances que présentent les trois grands ensembles conceptuels, à savoir les paradigmes scientifiques, évolutionnistes et bibliques. Puis, je me demanderai dans quelle mesure on peut les concilier. Qu'est-ce qu'un paradigme d'abord, hein? Le mot paradigme est un terme technique emprunté au domaine de la philosophie, mais il tend à passer dans le langage courant. Le philosophe physicien américain Thomas Kuhn utilise pour la première fois pour désigner un cadre intellectuel, bien que Kant lui-même se soit servi de ce vocable sans le définir avec précision. Finalement, un paradigme désigne un exemple ou un modèle et le mot s'utilise dans ce sens littéral à propos de structure grammaticale. Kant étendit plutôt ce sens pour désigner un ensemble d'idées ou de pensées. Dans ce chapitre, je définis le paradigme en disant que c'est un ensemble d'idées, de concepts ou de postulats qui constituent le cadre à l'intérieur duquel les hommes peuvent interpréter leur expérience. Pour donner un exemple simple, la même expérience du tonnerre peut être l'objet de deux interprétations différentes. L'homme tribal y voit l'expression de la colère des dieux, tandis que pour le scientifique, il ne s'agit que de l'interaction de phénomènes électriques. La même expérience est ainsi sujette à deux interprétations différentes, parce que les deux observateurs raisonnent à l'intérieur de paradigmes différents. Le concept d'électricité est absent du paradigme de l'homme tribal, et l'idée de divinité ne figure pas dans celui du scientifique, tout en reconnaissant, dans l'exemple donné, la supériorité du paradigme scientifique. Prenons garde de ne pas dire que l'un des paradigmes est entièrement vrai et l'autre totalement faux. Car si on pousse le scientifique dans ses derniers retranchements, il aura sans doute autant de mal à expliquer la nature de l'électricité que le tribal à expliquer la nature de ses dieux. Notre exemple illustre un autre point important. Le paradigme que nous adoptons pour interpréter nos expériences n'est pas entièrement de notre choix. Dans un certain sens, ni le scientifique ni l'homme primitif ne sont capables d'expliquer les choses autrement. Leurs paradigmes respectifs sont moins des choix rationnels que le résultat de leur environnement culturel et de leur éducation. Nous adoptons tous des paradigmes de façon plus ou moins consciente, car nos hypothèses de base concernent la vie et l'univers et portent l'empreinte de l'environnement religieux, politique et social dans lequel notre esprit s'est développé. La raison de notre intérêt pour cette question ressortira plus clairement par la suite, mais nous pouvons déjà noter, au point où nous en sommes, que le paradigme que nous utilisons, c'est-à-dire le système d'idées auquel nous nous référons pour interpréter le monde autour de nous et nos perceptions intérieures, doit inévitablement façonner l'ensemble de notre conception sur la vie ou sur notre vision du monde. Mes croyances et mon comportement sont tous deux conditionnés par les hypothèses de base, souvent subconscientes, qui sous-tendent tous mes efforts pour donner un sens à la vie.
Certains lecteurs ont probablement voyagé dans d'autres pays et ont constaté de grandes différences dans les attitudes et la manière de percevoir les choses selon les sociétés. On observe aussi ces différences au sein d'une même nation, où les attitudes rurales contrastent fortement avec les comportements urbains. Dans ce cas, nous ne faisons pas tant face à des différences raciales qu'à des paradigmes ou systèmes de pensée différents. Ainsi, pour les sociétés urbaines, l'argent peut jouer un rôle qu'il possède beaucoup moins dans les pensées des habitants des campagnes. On pourrait certainement trouver d'autres facteurs distinctifs plus complexes. Dans ce chapitre, je vais examiner un certain nombre de paradigmes différents qui, au cours de nos jours, et plus particulièrement trois d'entre eux. Ce sont respectivement les paradigmes scientifiques, évolutionnistes et bibliques. Je dirai également un mot au sujet des tentatives pour synthétiser deux paradigmes ou davantage afin d'arriver à une vision unique qui réconcilie des conflits apparents entre eux plutôt. Je ne reviendrai plus sur le cas de notre homme tribal, ce qui montre que les paradigmes abordés dans la suite ne couvrent en aucun cas toute la gamme des paradigmes accessibles à l'homme. Chacune des religions du monde a ses propres paradigmes, au même titre que chaque culture. Mais les paradigmes que je vais passer en revue se différencient des autres dans le sens qu'ils transcendent les simples clivages culturels. En fait, leur importance réside dans leur capacité à unir les gens de cultures différentes. Le paradigme scientifique. Il n'est pas difficile de résumer les idées qui constituent le paradigme scientifique. Ce sont, d'une façon générale, les suivantes. La première, tous les événements du monde physique ou matériel obéissent à l'opération des lois de la nature. Numéro 2, ces lois naturelles, entre guillemets, sont universelles, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes du lieu et du temps. Le numéro 3, les lois naturelles sont établies ou découvertes par l'expérience. Ce qui ne peut pas l'être de cette manière n'appartient au domaine de la connaissance scientifique. Remarquons que les expériences incluent des observations du monde naturel. Numéro 4. Qu'elles soient mathématiques ou conceptuelles, les théories ne sont scientifiques que s'il est possible de les vérifier ou de les démentir par l'expérience. Numéro 5. Au stade actuel du développement scientifique, il existe plusieurs aspects de l'expérience humaine qui ne peuvent pas être décrits ou expliqués scientifiquement. Dans ces domaines, la science ne peut qu'émettre des hypothèses. Permettez-moi quelques commentaires. Les déclarations ci-dessous n'ont pas pour but de donner une définition rigoureuse de la science. On pourrait par exemple discuter longuement de la nature de la théorie scientifique. Ainsi, certains philosophes scientifiques considèrent comme étant trop restrictif la fameuse affirmation de Karl Popper, selon laquelle une théorie est scientifique uniquement si elle est falsifiable en principe. Dès qu'on examine plus attentivement ces questions, on constate des désaccords. Le paradigme souligné plus haut est plutôt un exposé très général des hypothèses qui sous-tend la science moderne. D'ailleurs, le fait que le paradigme a des contours mal définis est une des caractéristiques qui le différencie d'une liste de propositions ou d'une profession de foi. Ses limites sont floues, étant donné qu'il doit sans cesse s'adapter à de nouvelles expériences. Le but principal d'un paradigme est de fournir un système qui permet d'interpréter l'expérience. Mais ce système n'est pas à l'abri de changements. Si les expériences menées refusent obstinément de coller avec le paradigme utilisé, celui-ci doit céder sous la pression des faits. Il lui faut s'agrandir au point de s'accommoder à ce qu'il ne peut pas contenir normalement. Cette accommodation est parfois si drastique que le paradigme en souffre, se détruit et doit faire place à un autre. C'est en essence ce qui se produit lorsqu'une personne passe d'un système de croyance à un autre. Pardon. Le paradigme scientifique que nous considérons ici est celui de la science moderne.
La science de la Grèce antique, bien que fondamentale à bien des égards, se base cependant sur un paradigme différent, qui accorde beaucoup moins d'importance à l'expérimentation pour formuler les lois naturelles. Pour les Grecs, la pensée pure était la pierre de touche des avancées scientifiques, et les mathématiques pouvaient s'enorgueillir de passer avant les sciences empiriques. On peut établir une distinction semblable, quoique plus subtile, entre la science du milieu du 20e siècle et celle des pionniers de la science que nous connaissons actuellement. Une remarque faite par Isaac Newton, qui se situe en 1642 jusqu'en 1727, illustre ce fait. Lorsque j'ai écrit mon traité à propos de notre système, à savoir les principes mathématiques de la philosophie naturelle, dit-il, je cherchais des principes qui puissent conduire les hommes à croire en un Dieu, et rien ne peut davantage me réjouir que de voir leur utilité à cet égard. Il ne s'agit pas là d'une simple affirmation que Newton croyait en Dieu. Ces mots indiquent que sa foi en Dieu orientait sa recherche scientifique. Newton n'est pas seul dans ce cas, car un des objectifs avoués des premiers scientifiques était justement de démontrer l'existence et les attributs de Dieu tels que l'ordre naturel les révèle. Il était ouvertement décidé à réfuter le rationalisme naissant de leur temps. La foi en Dieu faisant tellement partie intégrante de la science de ces hommes que leur paradigme scientifique devait inclure la déclaration que l'ordre naturel est l'œuvre d'un créateur intelligent. Le paradigme de la science actuelle s'est dépouillé de ce contenu théologique tout autant pour le savant chrétien que pour ses collègues athées ou agnostiques. Cela m'amène au cinquième point énuméré plus haut. Le paradigme scientifique ne prétend pas que la science englobe tout le domaine du vrai ou même toute l'expérience. Un scientifique qui croit en Dieu peut très bien accepter le paradigme dans l'intérêt de son travail et de sa réflexion scientifique, sans pour autant rejeter la possibilité du miracle. Cette dimension est exclue du paradigme tout simplement parce que la science ne peut pas se prononcer sur des événements surnaturels. Le paradigme n'affirme donc pas que les miracles n'existent pas, mais qu'ils se situent en dehors du champ d'investigation de la science. Bien sûr, l'incroyant peut adopter le paradigme scientifique comme étant pure vérité et maintenir que rien ne peut se produire qui ne soit pas la conséquence d'une loi scientifique, ainsi que penser qu'il n'existe aucune réalité en dehors du monde matériel. Cette attitude se heurte toutefois à un obstacle de taille. Le paradigme ne peut pas expliquer la loi scientifique elle-même, c'est-à-dire son origine et sa rationalité, car il est évident que la loi naturelle ne peut pas être sa propre conséquence. Mhm. L'ensemble du paradigme scientifique s'érige sur le concept de loi naturelle. Sans cette loi, il n'y aura tout simplement pas de science, et pourtant, le paradigme n'aborde pas du tout la question de la source ou de l'origine de ces lois. Il ne peut donc pas prétendre englober toute la réalité. Après tout, les lois naturelles existent. Elles font partie de notre expérience, que celle-ci soit scientifique ou commune. Cependant, la cause de leur existence est la raison pour laquelle elles ont la forme qu'elles ont constitue des sujets que le paradigme scientifique ignore. Ce n'est évidemment pas par hasard, puisque tout débat à ce sujet est exclu par l'insistance que le paradigme place sur la vérification expérimentale. Donc, l'origine d'une loi naturelle n'est pas accessible à l'étude ou à l'expérimentation scientifique. On étudie effectivement les lois elles-mêmes, mais leur source ou leur raison d'être appartient à un autre domaine que celui sur lequel la science exerce quelque pouvoir. Il faut donc considérer comme religieuses ou philosophiques, et donc non scientifiques, les questions concernant l'origine de la loi naturelle. Il s'ensuit que le paradigme scientifique ne prétend pas avoir la mainmise sur tout le domaine du réel. C'est un point important à saisir, car on affirme souvent, ou du moins on laisse entendre, qu'en principe,
La science peut fournir une explication de tout ce qui se situe à l'intérieur du domaine de l'expérience humaine. Cette opinion est généralement présentée sous la forme négative suivante. La science décrit le monde réel, tandis que la philosophie et la religion s'intéressent aux choses virtuelles, donc imaginaires et irréelles. Cette vision du monde matérialiste est très répandue et repose sur une mauvaise compréhension du paradigme scientifique. Ceci exclut aussi un autre domaine de l'expérience humaine, à savoir celui de la morale, dans son sens le plus large. La science peut décider si une affirmation est vraie ou fausse, pourvu qu'elle concerne le monde matériel. Mais elle n'est pas en mesure de se prononcer sur le caractère vrai ou faux d'une action ou d'une opinion dans le domaine moral. Bien sûr, à la lumière de ce dilemme, certains ont tenté de déduire de la science des lois ou des principes moraux, mais ces efforts sont voués à l'échec puisque le paradigme scientifique ne comporte aucun élément qui s'applique aux questions morales. Ajouter les dimensions morales au paradigme lui-même est la seule façon de réussir dans ce domaine, mais ce faisant, il cesse d'être purement scientifique. Et la tentative est autodestructrice. Personne ne peut prétendre que la philosophie est purement scientifique à l'origine, car toute philosophie s'appuie sur des présuppositions qui se situent en dehors du champ d'investigation du paradigme scientifique. Nous voyons donc qu'à cause des limitations qu'il s'impose lui-même, le paradigme scientifique ne s'applique qu'à un domaine restreint de l'expérience humaine. Par conséquent, chaque fois que les gens tentent de l'appliquer de façon universelle, ils lui font violence. Une grande part de l'expérience humaine se situe au-delà des capacités de la science à l'appliquer ou à la guider, bien que les limites exactes de son champ d'application restent à débattre. Cette remarque est importante car la controverse évolution/création achoppe dans une grande mesure sur l'interrogation suivante. Dans quelle mesure le paradigme scientifique peut-il s'appliquer à la question des origines? Le paradigme évolutionniste. Les évolutionnistes affirment que la théorie de l'évolution n'est qu'une branche de la science. Ils n'acceptent donc pas l'idée que le paradigme évolutionniste est en quoi que ce soit différent au paradigme scientifique. Je vais cependant souligner une différence des plus importantes qui réside dans l'ajout de l'hypothèse nouvelle de l'uniformité. Une des caractéristiques du paradigme scientifique est l'hypothèse que la loi naturelle est universelle, indépendante du temps et de l'espace. C'est bien ici un principe d'uniformité. Mais le principe qui se trouve au cœur de la pensée évolutionniste est d'une nature entièrement plus radicale. Premièrement, l'uniformité évolutionniste veut que le processus naturel, tout autant que la loi naturelle, soit immuable. C'est ce qu'on appelle en géologie le principe d'uniformité entre guillemets, qui s'énonce ainsi. Le présent est la clé du passé. Ainsi, on suppose que le processus de formation des montagnes, la dérive des continents, la sédimentation et d'autres phénomènes se sont accomplis dans le passé au même rythme qu'aujourd'hui. Les géologues reconnaissent bien qu'il s'est produit des événements, entre guillemets, catastrophiques dans l'histoire passée de la Terre. Mais ils supposent que ces catastrophes n'ont pas joué un rôle déterminant dans la formation de la Terre telle que nous la connaissons. On applique ce même principe ce même principe d'uniformité à la biologie évolutionniste. Le taux de mutation observé en laboratoire aujourd'hui sert à expliquer les transformations biologiques passées. Soulignons la profonde différence entre l'uniformité de la loi naturelle et l'uniformité du processus naturel. Il s'agit de principes tout à fait différents. De grandes ruptures d'uniformité peuvent se produire dans les processus naturels, tandis que la loi naturelle continue d'opérer de façon totalement uniforme.
On peut ainsi provoquer une augmentation très sensible du nombre des mutations en exposant les organismes à de fortes doses de radiation, ce qui a très bien pu se produire autrefois lors de fluctuations de l'effet protecteur du champ magnétique terrestre, par exemple. Ces circonstances n'impliquent aucun changement de la loi naturelle. De même, des géologues ont affirmé que la création récente de l'île volcanique de Surtsey, au large de l'Islande, un événement qui s'est produit en quelques semaines ou même quelques jours, aurait normalement nécessité des milliers d'années. Là encore, cette affirmation n'entraîne aucun changement de la loi naturelle. Elle se contente de faire ressortir le fait que la fréquence à laquelle se produisent des événements dans le monde naturel n'est pas constante, mais qu'elle dépend de l'ampleur des forces qui les produisent. Ces forces peuvent varier considérablement avec le temps et le lieu, et c'est ce qu'elles font dans la réalité. Le principe d'uniformité ne fait donc pas partie du paradigme scientifique. C'est un ingrédient ajouté pour permettre d'extrapoler les observations actuelles dans le passé. Deuxièmement, la théorie évolutionniste applique ce principe d'uniformité d'une façon plus philosophique. Tandis que le paradigme scientifique prône l'uniformité de la loi naturelle dans un sens pragmatique, la théorie de l'évolution le fait dans un sens dogmatique. Tous les scientifiques doivent supposer que les expériences menées hier obéissent aux mêmes lois que celles qu'ils mèneront demain. Pardon. L'expérience montre que cette hypothèse est parfaitement justifiée, puisque des expériences répétées dans le temps donnent les mêmes résultats. Mais de temps en temps, les physiciens spéculent sur la possibilité que certaines constantes naturelles aient pu varier dans le temps. Ils pensent même que certaines lois, comme celles relatives à la conservation de l'énergie et de la matière, ont pu être transgressées sur une très grande échelle de temps. De telles spéculations ne sont pas considérées comme une hérésie scientifique. Le paradigme scientifique ne fait pas du principe d'uniformité une nécessité philosophique. Il l'utilise seulement comme un fait empirique dans les limites de notre possibilité de le vérifier. La science reconnaît que les lois qu'elle formule sont des représentations imparfaites de la réalité et que les recherches ultérieures pourront aboutir à des modifications de ces lois. En conséquence, par définition, aucune loi n'est immuable. Il faut donc envisager le principe d'uniformité à la lumière de cette restriction. Pour le paradigme évolutionniste, ce principe revêt une toute autre importance. L'uniformité de la loi naturelle et le processus naturel devient un principe directeur. Il faut interpréter toutes les observations d'une manière cohérente avec ce principe. Toutes les théories doivent s'y conformer. Et le principe d'uniformité devient alors une camisole de force philosophique qui interdit toute autre option rationnelle. Je m'explique. Il serait tout à fait cohérent avec le paradigme scientifique de supposer qu'il a existé une discontinuité historique dans la manière, oui, c'est ça, dont la loi naturelle opère. Nous pourrions, par exemple, avancer qu'avant un certain moment dans l'histoire, les lois gouvernant le monde naturel étaient différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Un athée objectera évidemment qu'il n'y a aucune raison terrestre pour introduire une telle idée, puisqu'elle ne peut pas découler de l'observation de l'ordre présent du monde. Un chrétien, lui, peut envisager une telle discontinuité comme marquant la fin de la période de création telle que le rapporte Genèse 2, versets 1 à 3. Dans les deux cas, le paradigme scientifique ne peut pas nier la possibilité d'une telle discontinuité, mais il se gardera de tout commentaire à ce sujet, puisqu'il se limite à un domaine où la loi naturelle est empiriquement immuable. En revanche, pour le paradigme évolutionniste, l'idée d'une discontinuité historique est absurde et anathème, puisqu'elle contredit le principe philosophique de l'uniformité. D'après ce paradigme, il est absolument impossible qu'il y ait discontinuité
à cause de l'axiome selon lequel toute l'histoire est marquée par l'uniformité. Tous les événements passés, qu'ils soient historiques, biologiques, géologiques ou cosmologiques, doivent imperturbablement s'inscrire dans un processus uniforme. Remarquons qu'il s'agit d'une croyance, d'un principe philosophique adopté avant de considérer les faits scientifiques ou les faits révélés. Ce principe ne se déduit pas scientifiquement de l'observation des faits. C'est évident puisque nous envisageons des durées infiniment plus grandes que l'échelle du temps de l'étude scientifique. Il est vrai qu'il faut considérer le principe d'uniformité comme un fait acquis sur des durées limitées et courtes, mais la méthode scientifique elle-même met en garde contre le danger d'extrapoler les résultats selon un axe de variabilité, c'est-à-dire dans le cas présent en remontant trop loin dans le temps. Ce qui est vrai de l'uniformité de la loi naturelle l'est doublement de l'uniformité du processus naturel. En ce qui concerne celui-ci, la nature présente de nombreuses preuves d'événements qui se sont produits dans le passé et qui n'ont aucune contrepartie actuelle. Les périodes de glaciation, les éruptions volcaniques, la formation de vases cimetières de fossiles, tout cela s'est produit dans le passé à une échelle totalement inconnue aujourd'hui. Affirmer l'uniformité du processus naturel est en réalité un acte de foi. Je reconnais volontiers que le principe d'uniformité présente une certaine élégance et une simplicité philosophique qui le rendent attrayant. Il est en accord avec l'uniformité observée à court terme et il réduit le nombre d'hypothèses à avancer concernant les événements passés. Mais tout en rendant ce principe commode, ces considérations ne le rendent pas vrai pour autant. Tout chercheur sait combien souvent il faut abandonner de théories élégantes et simples à la lumière de faits qui révèlent une complexité insoupçonnée dans le système observé. La commodité doit céder plutôt devant l'observation. Les difficultés surgissent lorsqu'un principe comme celui-ci est appliqué à des domaines où aucun test expérimental n'est possible, comme c'est le cas du passé lointain. Le principe d'uniformité façonne alors davantage notre pensée qu'il ne reflète la réalité. Si l'uniformité est le principe directeur du paradigme évolutionniste, le concept d'évolution lui-même est son impératif catégorique. Une chose qui, entre guillemets, évolue, c'est-à-dire se déploie, s'épanouit. Dans un univers en évolution, le processus naturel uniforme conduit inexorablement vers un développement de plus en plus complexe et de plus en plus diversifié. Et c'est là une autre distinction entre les paradigmes scientifiques et évolutionnistes. La vision scientifique du monde se borne à des observations et ne fait aucune déclaration a priori sur la direction ou sur les résultats du changement. L'observation peut conduire à la conclusion qu'abandonné à lui-même, tout système se dégrade, ce qui signifie qu'il devient de plus en plus uniforme, donc de moins en moins diversifié et complexe. Telle est la conclusion de la thermodynamique. Le paradigme scientifique tire ce concept à partir d'observations. Il ne l'impose pas aux observations avant que celles-ci soient faites. En revanche, le paradigme évolutionniste impose aux observations de croire que toute chose évolue dans le sens d'une révélation d'un potentiel nouveau et caché. C'est ce qu'illustre fortement une citation du philosophe français Pierre Teilhard de Chardin. La connaissance humaine se développe exclusivement sous l'égide de l'évolution, reconnue comme principale caractéristique de la réalité expérimentale. C'est tellement vrai que rien dans notre construction ne peut plus trouver sa place s'il ne satisfait pas d'abord les conditions d'un univers en cours de transformation. Un Christ dont les traits ne s'adaptent plus aux exigences d'un monde qui évolue dans sa structure finira par être de plus en plus éliminé.
Remarquons qu'on n'envisage plus le changement évolutionniste seulement comme une réalité expérimentale, puisque tout ce qui ne s'accorde pas avec l'idée d'évolution doit nécessairement être exclu de la pensée de l'évolutionniste. Wow! C'est une déclaration extrême, d'autant plus qu'elle englobe aussi bien le domaine religieux que le domaine matériel. Et c'est pourquoi certains évolutionnistes ne l'acceptent pas. Elle montre toutefois à quelle conclusion logique le paradigme évolutionniste devrait conduire ses adeptes. Les évolutionnistes théistes établissent souvent une distinction entre l'évolution en tant qu'objet d'études scientifiques et l'évolutionnisme, qui considère comme un système de croyances philosophiques. Ce désir de séparer le grain de la balle est certes honnête et utile, mais en réalité, il passe à côté de la question essentielle, car à cause de leur nature même. Les études évolutionnistes sont incapables de se contenter des choses telles qu'elles sont. Elles insistent sur le fait qu'il faut extrapoler dans le temps passé lointain les observations d'aujourd'hui et expliquer l'ordre présent du monde. Toutes ces extrapolations impliquent l'acceptation antérieure de l'hypothèse du principe d'uniformité, non comme une observation scientifique sur la durée limitée du temps, mais comme un préalable philosophique. Par conséquent, l'évolution et l'évolutionnisme ne diffèrent pas en essence, mais seulement par leur insistance. L'évolution est aussi intolérante que l'évolutionnisme en ce qui concerne la discontinuité historique. Derrière les deux se profile l'impératif philosophique du principe d'uniformité. À bientôt pour la partie 2.